Cette photographie, elle est issue Elle m'intéresse parce que mais tout est aléatoire, on n'a pas de elle vitesse, on n'a pas de résume réglage, ça se fait au nez, à l'œil. en grande partie mon Pourquoi cette image-là? Parce qu'elle est photographique. magique pour moi. C'est vraiment. Peut-être qu'il fallait que je m'interroge un petit peu sur la lumière du temps. J'ai juste des images qui sont très réalistes. Et c'est cette image-là qu'on Proposer des variations. Pourquoi cette œuvre ou ces œuvres pour cette exposition? C'est un petit peu la rencontre du réel par les moyens de la fiction. En fait, je viens avec mes lumières, avec mes accessoires que je vais disposer dans le paysage pour mieux le façonner. En tout cas, j'essaye de créer quelque chose qui n'existe pas vraiment, quoi. Enfin, c'est plus une œuvre d'imagination qui est construite in situ. C'est un moyen pour toi d'intervenir sur le paysage d'une certaine manière ou plutôt de le révéler De le révéler, ouais. Plus de le révéler. On est vraiment dans un entre-deux, en fait. On est vraiment entre réel et fiction. Dans un dispositif d'entre-deux, où justement la lumière, le coup de flash peut un instant apparaître comme la révélation d'un paysage. C'est surtout une expérience humaine, et quelque chose qui touche à mon moi profond, quand on est seul au milieu d'une forêt. C'est un lieu qui me ressource aussi, je pense. Cette photo-là, c'est où? Finalement, aucune importance de savoir où ça se trouve. C'est plus là où ton imagination t'emmène. C'est clair que Voilà, et bien encadré, qui reflète ça. Cette photographie, elle est issue d'une sorte de résidence que j'ai eu la chance de faire au théâtre de Cambrai, lorsqu'il n'était pas encore réhabilité, rénové. C'est un ancien théâtre type Art Nouveau, comme il y en a quelques-uns dans notre région, et j'avais eu la chance d'avoir une carte blanche complète, faire ce que je voulais dans ces lieux abandonnés. Donc j'ai passé, je crois, 2 jours, 3 jours avec ce modèle que j'avais rencontré vraiment complètement par hasard à une terrasse de café, et qui était danseuse. Et on a mis au point, comme ça, à chaque lieu qu'on rencontrait, une forme de petite scénographie, mise en scène, sur chacun des lieux pour essayer de les faire, comment dire, de les présenter sur une image comme une sorte d'histoire en elle-même. Ce que j'aime bien, c'est que cette image, elle m'a suivi depuis des années, dans la mesure où je trouve que c'est quelque chose qui, sur une seule photographie, regroupe un ensemble d'interprétations possibles. On sent que quelque chose va se passer ou pas. On sent qu'un risque est possible. J'ai appelé cette image « passage à l'acte », en essayant justement d'induire un peu le spectateur vers l'idée de franchissement, quelque chose qui va arriver. Elle réunit l'état d'urgence avec une forme d'état de patience. Et c'est ces 2 états-là qui sont dans l'image, c'est-à-dire que le premier réflexe lorsque quelque chose est en train de prendre feu, a priori, c'est de s'enfuir. Et là, sur cette image, au contraire, on sent que la jeune femme prend tout son temps pour continuer à fumer sa cigarette en méditant. Donc il y a vraiment cette ambivalence. Qu'est-ce qui est vraiment en train de se passer? Est-ce que c'est elle qui allume le feu ou pas? Voilà, tout nous permet d'inventer une histoire à suivre. En grande partie, Pourquoi cette image-là? Parce qu'elle est magique pour moi. C'est vraiment. Cette photo est très symbolique pour moi, et c'est pour ça qu'elle fait partie des images que j'emmènerai si je vais faire un choix extrêmement restreint, parce qu'elle marque un changement dans mon travail photographique. C'est une photo qui date de 2003, au moment où, préalablement au festival Lille 2004, Lille, capitale culturelle, etc., etc., j'avais été missionné par un architecte pour faire le suivi des travaux de réhabilitation de l'Opéra de Lille, qui faisait peau neuve à ce moment-là. Et puis, je vais donc commencer à travailler tôt le matin, une fois n'est pas coutume, et puis, dans la grande salle de l'Opéra,
qui était entièrement remplie d'échafaudages, parce qu'on l'a repeignée, etc. Il y avait 2 personnes qui travaillaient à refaire les dorures du plafond. Donc c'était assez spectaculaire. Et ces personnes avaient un lecteur de musique qui était là, qui marchait relativement fort, et qui passait un vieux Pink Floyd. Alors le son était extraordinaire dans cette immense salle, et l'ensemble était vraiment magique, c'était même surréaliste. Et puis, c'était proche de l'heure de midi, et les gens qui travaillaient sur le chantier, y compris tous les ouvriers qui travaillaient, les corps de métier, sont partis pour leur pause déjeuner. Et en partant, ils ont laissé la musique, et je me suis retrouvé avec mon appareil photo. Je me suis retrouvé tout seul dans cet espace, comme ça, et j'avais quasiment fini mes prises de vue. Il ne me restait plus que le fumoir à photographier. Et le fumoir de l'Opéra, c'est la pièce tout en longueur qui donne sur la place du théâtre à Lille. Donc, j'ai pris mon pied photo, la chambre, et puis j'ai dit, oh, je fais une dernière vue du fumoir. Je suis allé, j'ai ouvert une bâche, il y avait une bâche de chantier, et je suis tombé là-dessus. Et là-dessus, c'était extraordinaire parce que les vitres avaient été enlevées et il y avait des courants d'air assez souvent. Donc les bâches vibraient comme ça, c'était presque, ça palpitait presque, c'était extraordinaire. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai posé l'appareil au milieu et tout d'un coup, je dis, bon, bah, en fait, j'ai l'impression que c'est un voyage temporel instantané parce qu'on est passé du 19e siècle au 21e siècle, comme ça, directement. Parce que bon, l'opéra, il date du 19e. Il ne faut pas se fier aux dorures Louis XV, c'est du 19e. Et le moment était parfait. Donc j'ai fait une prise de vue, j'ai posé l'appareil, j'ai regardé, et j'ai attendu qu'il y a un moment d'équilibre. J'ai juste fait une prise de vue, et c'est cette image-là. Et de ce moment-là, ce moment-là m'a aidé à transformer, comme on dit maintenant, la pratique photographique. J'ai changé un petit peu de regard sur les choses. Peut-être que j'ai pris un petit peu de perspective par rapport à mon travail. Et c'est pour ça que cette photo est très importante. Elle m'intéresse parce que... Mais tout est aléatoire, on n'a pas de vitesse, on n'a pas de réglage, ça se fait au nez, à l'œil. En grande partie... Pourquoi cette image-là? Parce qu'elle est magique. Pour moi, c'est vraiment... ça a été une photo magique. C'était un reportage en Pologne, dans une école de danse. C'était ma première immersion dans une école de danse. Je ne connaissais absolument pas ce monde-là et ça a été fascinant. C'était un reportage sur des adolescents en fait, en Europe. Et donc moi j'ai rencontré Anya, qui était danseuse, elle a été danseuse étoile, mais là elle était dans une école de danse à Bytom. Alors Bytom, c'est à côté de Katowice en Pologne. Katowice, c'est une ville complètement dingue. Il y a des mines, des usines en plein centre-ville. C'est noir. C'est dans une région très très belle, mais vraiment c'est une ville très sombre. Et au milieu de tout ça, il y avait une école de danse avec plein de jeunes filles en tutu qui couraient dans les couloirs. Et Anya, je l'ai rencontrée, on a passé une semaine ensemble, et au début elle était vraiment très très timide. Et ça c'est la photo que j'ai faite, la dernière photo d'elle que j'ai faite. Elle préparait un concours, elle était en répétition avec sa prof de danse, dans une salle de spectacle qui était à la fois très sombre et très lumineuse. Elle essayait un nouveau costume, enfin, il y avait à la fois beaucoup de tension, et moi j'ai essayé de faire quelques photos avec des contraintes techniques assez compliquées, pas beaucoup de lumière, donc des temps de pause très longs et tout. Et à un moment donné, il y a eu cette espèce d'arrêt sur image, c'est-à-dire elle se met sur la pointe, elle pose, elle me regarde comme si elle me défiait ou si elle me faisait un cadeau, c'était plutôt un cadeau, mais et elle me disait, voilà, tu vois, voilà ce dont je suis capable. Et donc il y a vraiment une immobilité, juste un frémissement dans le bras et dans une des jambes. Et pour moi, on dit toujours que quand on est photographe, on prend des photographies. Et là, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé, quoi. C'est que c'est moi qui me suis fait prendre, qui me suis fait voler mon âme, en fait. Voilà l'histoire de cette photographie. C'est clair que... Voilà, et bien encadré. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette œuvre-là? J'ai très vite choisi.
cette photo. Quand François m'a parlé de 3 photos significatives, importantes pour moi, cette photo qui a été prise en 2011 à l'occasion de la résidence d'artistes Condro. Condro, c'est une région au milieu du centre de Belgique, une heure et demie d'ici, Bruxelles, à la campagne. Et juste avant de faire cette résidence, normalement, en fait, on avait programmé de partir au Japon en voyage, mais c'est vraiment pile poil le moment de partir. Il y avait une catastrophe de tsunami. Et du coup, on a hésité, mais comme c'était tellement stable, et du coup, on a annulé 2 voyages de retour au Japon pour voir la famille. Et en même temps, par hasard, il y a un éditeur qui est aussi commissaire d'expo qui m'a proposé de faire cette résidence sur le thème de si loin, si proche. Mais c'est vraiment exactement dans ma situation personnelle où j'étais. Et j'ai fait la photo de cerisier du Japon en Belgique parce que je sentais assez fort, vraiment comme le thème si loin, si proche. À la fois, je suis là, je pense au Japon et je fais un projet photographique, mais je me demandais pourquoi je suis là, dans le paysage magnifique, avec plein de fleurs à la campagne. Comme cadre, c'est vraiment impeccable. Mais à l'intérieur de moi, il y a vraiment une sorte de, comment on peut dire, de sentiment décalé par rapport à le contexte donné en fait. Et cette émotion, cette sensation que j'ai gardée avec cette image. Et du coup, chaque fois que je vois, même l'image elle-même aussi, il y a très peu de matières qui sont nettes, la plupart sont floues. Ça me fait vraiment rentrer dans cette émotion. Et du coup, très vite, à la fois je pense au Japon, mais aussi je vis en Belgique, en Europe, et ça me présente bien en fait, comme je suis, comme je sentais aussi. Il y a quelque chose assez émotionnel. Voilà. Parce qu'il y a plein d'autres photos qui sont plus justes par rapport à une démarche intellectuelle, mais aussi quelques rapports personnels. J'ai pensé très vite à cette photographie. Un petit peu sur la lumière du temps. J'ai fait des images qui sont très réalistes. Et c'est cette image-là. Proposer des variations très étranges Au dessin. I've chosen this particular piece of work, which is of a coconut that was washed up on the beach at Dover in 1970, and not for its technical or even artistic merit, but because of its significance to me, being one of the first pictures that I took, processed and printed whilst at school at the age of 16. I just discovered the wonders of photography, and it set the scene for a lifetime career that would follow. So how could I possibly throw it away? Et c'est cette image-là. Proposer des variations très étranges Au dessin, c'est clair que... Alors j'ai un certain âge, et donc par conséquent, je me suis dit que si je m'échappais vraiment dans un lieu où il n'y a rien, peut-être qu'il fallait que je m'interroge un petit peu sur la lumière du temps, en quelque sorte. Et je me suis donc interrogé pendant quelques semaines, et puis tout d'un coup, effectivement, l'idée m'est venue quand même de revenir à quelque chose de fondamental pour moi, c'est-à-dire à mes racines propres. Et c'est pour la raison suivante que j'ai mis cette photo au centre, qui est donc une photo de 1919 sur la place d'Armes de Valenciennes, où mon père va recevoir les médailles de son père qui est mort à la guerre 14.
Voilà. Et je n'ai découvert cette photo qu'à la mort de mon propre père. Je l'ai trouvée extrêmement violente. Extrêmement violente. Et je m'étais dit qu'un jour, il faudrait que je fasse quelque chose. Et donc, l'occasion m'a été donnée de faire cela. Alors là, on y voit au premier plan ma grand-mère, qui est cette grande femme élégante. Et puis, mon père, qui est devant, qui n'a pas 10 ans encore. Bon, puis, donc, le soldat, l'officier, je ne sais pas ce que c'est un officier, parce qu'on ne voit pas bien ses galons, est en train d'accrocher les médailles sur les poitrines des gosses qui ont perdu leur père. Donc c'est bien effectivement quelque chose qui a un rapport avec la mort. Et c'est la raison pour laquelle elle est encadrée, cette photo, de 2 atropos. Donc une première atropos qui est avec une dague, et cette dague en fait est la reproduction d'une aiguille d'horloge, donc c'est l'aiguille du temps. Et ce qu'elle dépose, c'est en fait cette hélice du génome humain qu'elle a coupée et qu'elle dépose avec des dents, et on passe donc du jour aux ténèbres, à la nuit. Et de l'autre côté, donc, c'est une autre représentation d'une atropos qui est en fait une métaphore de la photographie. À savoir que ce que l'on constate, c'est qu'elle a effectivement un crâne qu'elle prend comme un appareil photographique ancien, ce qui était, je dirais, des moyens formaires, et où on regardait par-dessus pour pouvoir viser et prendre la photo. Donc là, on a effectivement une atropos qui est en train de photographier le spectateur aussi. Bon, et elle est entourée, je dirais, d'une boîte qui est la boîte noire, mais qui est en même temps, je dirais, le cénotaphe en quelque sorte, qui renvoie effectivement à la photo précédente. Voilà. Alors pour moi, c'est beaucoup plus qu'un memento mori qu'on trouvait sur les chemins, je dirais, du Moyen-Âge. C'est pour moi très actuel. Dans la mesure où on entend beaucoup de choses autour de la guerre en ce moment. Et donc, il y a à se poser effectivement la question de la guerre et de son inutilité toujours. Donc voilà, donc c'est aussi un message politique. Ce que je voudrais dire aussi simplement, c'est qu'au niveau des corps des femmes qui sont là et qui sont donc des représentations d'anthropos, j'ai toujours été attiré par la sculpture. Et dans mes photographies, j'essaye aussi, en quelque sorte, d'avoir quelque chose de sculptural, même si malheureusement on ne peut pas tourner autour, je dirais, d'une photographie comme on tourne autour d'une sculpture. Mais c'est aussi un hommage à nos sculpteurs de l'Antiquité, etc., qui nous ont aussi amené une certaine culture, bien entendu. Voilà, et bien encadré, dans l'urgence, on sortait d'une période un peu difficile, et je pense que c'est un peu la photo du renouveau. Celle que j'ai retenue, c'est l'intimité. Donc l'idée que le photographe, quand il présente des images, il présente en quelque sorte son intimité, mais je pense que ça c'est valable pour tous les artistes qui présentent des œuvres, puisque en photographie c'est particulier parce que justement on fait des images qui sont très réalistes, contrairement au dessin où il y a déjà une distance, etc. Donc voilà, donc j'ai choisi une image. En fait, mes 3 images sont sur 3 décennies. La première, c'est 1984. C'est celle que je vais vous montrer. La deuxième, 94. Et la troisième, 2004. Ces images correspondent à des rencontres et à des photos qui me plaisent. Voilà. Donc c'est un buste de jeune femme. Et dessus est dessiné une sorte de pictogramme inspiré par un alphabet des Indiens d'Amérique du Nord. Et ça veut dire le papillon ou la vie éternelle, une sorte de paradoxe. J'ai choisi plutôt l'intimité, donc ces rencontres avec ces 3 femmes et une des images qui ont résulté de ces rencontres. Mais tout est aléatoire, on n'a pas de vitesse, on n'a pas de réglage, ça se fait au nez, à l'œil. En grande partie,
Pour répondre au thème de François Dommery, j'ai en fait simplement tenté d'identifier quelles images j'aurais eu envie d'accrocher chez moi, sur les murs de ma maison. La question, elle aurait pu être un vrai casse-tête, mais j'ai en fait eu rapidement 2 réponses. La première, c'est que j'ai mis de côté très spontanément toutes les photographies monochromes et qui proposaient des variations très franches de tons blanc, noir ou gris. Et c'est finalement pas vraiment une surprise parce que c'est aussi bien souvent ce type d'œuvre qui me fascine dans la peinture moderne et contemporaine, sans forcément aller dans l'extrémisme de Whiteman ou de Klein, mais plutôt dans la richesse et la subtilité qu'ont su lui donner Malevich, Newman, Mack ou Soulages. La seconde réponse, c'est que ce n'était pas 3, mais 2 images que je voulais montrer, car c'est en fait presque toujours comme ça que je visualise mes photos pour leur accrochage en exposition. Ça a été quelque chose de très instinctif dès le début, de penser comme cela mes images par 2, peut-être une façon de recréer un format rectangle plus photographique à partir de 2 tirages carrés, peut-être une façon d'enrichir les pistes de lecture face à des visuels abstraits, peut-être aussi juste un jeu de lignes ou de couleurs qui permet d'apporter plus de vie, plus de relief aux images. Certes, ces assemblages, je ne les fais pas systématiquement, mais je trouve qu'ils offrent une intimité plus forte que sur un triptyque. En tout cas, avec Chantier Vendin-le-Vieil 2015 et Stockage Vargam 2014, c'est un peu tout cela que ce diptyque explore. Sans parler de la vision du paysage qui oppose ici la préparation d'une construction à venir à celle d'une industrie stockant du charbon, qu'on pourrait voir aussi comme une allégorie du passé et du futur, c'est surtout la proposition plastique que je retiens et qui me touche. Parce que derrière une esthétique qui peut sembler assez brutale et froide, on a aussi une vraie douceur dans l'impression de négatif-positif, dans le dialogue et le cheminement qui est créé par les traces, les textures, la matière. Cette ambivalence, elle est en tout cas au cœur de mon travail et elle s'illustre à mon sens plutôt bien dans ce diptyque qui invite avec bienveillance à porter un regard décalé sur nos paysages contemporains. Pour moi, c'est vraiment... Peut-être qu'il fallait que je m'interroge un petit peu sur la lumière du temps. Ces images, elles sont significatives pour moi parce qu'elles viennent d'un travail que j'avais fait avec une chorégraphe et où j'avais découvert que la lumière pouvait se matérialiser, prendre forme dans le noir. Et c'était vraiment ça qui m'avait intéressée, tout à coup, cette idée de l'émergence d'une matière depuis le noir. Donc d'essayer de capter ce moment où le rien se concrétise dans quelque chose. Et donc c'était par rapport à la main de cette danseuse, et donc j'avais réfléchi par rapport aux mains, etc. Et je m'étais penchée du coup sur les tableaux de la Renaissance, enfin les primitifs italiens, qui ont des positions de main assez incroyables. Et notamment, en plus, c'est des positions qui sont quasiment intenables, en vérité. Bien sûr, je suis tombée sur beaucoup d'esquisses de Léonard de Vinci, par exemple, qui ne faisait que les mains, que des positions de main, etc. Donc, et il y avait quelque chose comme ça, comme si toute l'expressivité de l'auteur pouvait être exprimée juste au point des mains. Et donc, ça m'intéressait comme étant l'espèce de degré zéro, enfin pas zéro, mais presque, du langage et de l'expressivité et de qu'est-ce qui peut émerger du rien vers quelque chose qui par sa simplicité, matérialise de l'expressivité un peu qui transcenderait tout et qui serait une sorte d'universalité du signe, en fait. Si on devait en garder qu'une, peut-être qu'il faudrait que ça soit celle qui soit le plus proche possible de ce qu'on peut simplement donner comme signe pour exprimer ce que c'est que la matière, la lumière, le monde, quoi. Des images qui sont très réalistes. Et c'est cette image-là qui proposait des variations très franches. Au dessin, c'est clair que... J'ai un petit appareil assez ingrat, moche, mal foutu, en plastique, franchement dégueulasse en fait. C'est un petit Olga, ça s'appelle un Olga comme ça, c'est un appareil jouet en fait, qui malgré tout permet de faire du moyen format, hein, donc quelque chose d'assez défini. Mais tout est aléatoire, on n'a pas de vitesse, on n'a pas de réglage, ça se fait au nez, à l'œil, à l'intuition ou pas. Et ça provoque beaucoup d'accidents cet appareil, il est vraiment
parfait dans ses imperfections, quoi. C'est très surprenant. Et cet appareil, je ne l'ai jamais exposé, je ne l'ai jamais utilisé comme, pour construire une série cohérente. C'est plus comme un petit carnet, en fait, pour une écriture quasi quotidienne. Je l'ai souvent avec moi, il craint rien. Étant léger, je l'ai avec moi peut-être pour photographier des choses que je n'aurais pas photographiées sciemment. C'est-à-dire que des fois, j'ai mon idée, peut-être un sujet, une commande, peu importe. J'ai l'outil adapté pour photographier, enfin je pense l'avoir en tout cas. Mais le Olga il est en plus. Et pour des petites choses, des petits trucs qui m'auraient intéressé, j'ai sorti le Olga, ça se fait assez naturellement. J'ai l'impression que c'est pas moi qui choisis finalement quel appareil utiliser, s'il faut de la couleur, du noir et blanc, s'il faut tel ou tel cadre. Je me trompe hein, évidemment, mais j'ai toujours l'impression que ça se fait naturellement, que c'est pas moi qui choisis. Le Olga il s'impose de temps en temps, et c'est la première fois qu'il s'impose à être montré, hein, puisque depuis bien 15 ans je l'utilise cet appareil, donc il n'y a pas l'image qui sont accumulées. Et je trouvais que c'était l'occasion de les ressortir, en fait, d'aller piocher dans quelque chose de plus personnel. Donc là c'est 3 moments, alors de manière très personnelle, pas le moment précis, mais le moment général, auquel je tenais. Elle m'intéresse parce que mais tout est aléatoire, on n'a pas de elle vitesse, on n'a résume pas de réglage, ça se fait au nez, à l'œil. en grande partie. En fait, on a choisi celle-là parce qu'au final, on s'est rendu compte qu'elle reflétait assez bien le travail qu'on faisait en général sur la photo. Aussi parce qu'elle est assez douce finalement. Et parce qu'elle représente aussi une période de notre vie où on a déménagé, où on était un peu dans l'urgence, on sortait d'une période un peu difficile. Et je pense que c'est un peu la photo du renouveau. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle s'appelle Printemps. Je pense que c'est celle-là qui s'appelle Printemps. Voilà. C'est une photo qui représente un moment charnière, qui représente l'installation dans le quartier, à côté de l'atelier aussi, qu'on a repris ensemble à ce moment-là. Et du coup, ça va avec la concrétisation de notre travail ensemble, que ce soit à l'atelier, que ce soit en photo, etc. Donc c'est symbolique d'énormément de choses, en fait. Ça, c'est clair. Après, ce qu'il faut savoir, plus je pense sur notre travail en général, c'est que c'est pas du tout un ego trip, que c'est plus... comme on dit souvent, c'est des sentiments universels, c'est des choses qui peuvent toucher beaucoup de monde et on n'a pas vraiment de plaisir à se regarder, que c'est plus des photos qui représentent des moments, des sensations, mais c'est pas du tout nous mettre en scène. Puis d'ailleurs souvent on ne sait même pas que l'autre prend une photo à ce moment-là. Donc voilà. Moi, c'est hyper important. C'est clair que ce qu'on veut essayer de montrer dans toutes nos photos, dans cette série de photos, et qui est en cours et qui sera toujours en cours, c'est la portée universelle du partage à deux au quotidien. C'est un truc qui nous intéresse énormément. Je pense que c'est des sensations et des sentiments qui sont pas propres à nous deux, quoi. Et c'est ça qu'on veut partager, justement. Voilà, et bien encadré, avec un petit reflet. On sortait d'une période un peu difficile et je pense que c'est un peu la photo du renouveau. Pourquoi expérience humaine. Quand on m'a demandé de choisir 3 de mes photographies, dont j'aimerais qu'elles passent l'épreuve du temps, qu'elles m'échappent, je me suis posé beaucoup de questions. Le choix est très difficile. Finalement, dans mon travail, toutes mes photos m'échappent, puisque une partie de l'interprétation de l'image est laissée au spectateur. Chacun verra quelque chose de différent dans mes images, puisque leur sens est basé sur la reconstruction subjective des souvenirs. Et c'est entre autres une des raisons qui fait que les personnages de mes photos sont toujours flous et incertains, pour traduire cette évolution des souvenirs. Ils se déforment, se mélangent. Ici, j'ai dû en choisir 3. Je me suis dit, pour passer l'épreuve du temps, quoi de mieux que de choisir des gens proches, des membres de ma famille, pour leur donner une sorte d'immortalité. J'ai donc choisi des photos de mon dernier travail sur le thème du portrait de famille. C'est à la fois une échappée dans le temps et personnelle, car aussi proche et réel soit-il, pour moi, ils sont en constante évolution, et finalement, une partie d'eux, plus ou moins grande, m'échappera toujours. Et c'est cette image-là. Vous proposez des variations très franches. Au dessin, Montrer ce qu'on aime, c'est difficile. Même à dire le mot « j'aime »,« je t'aime », c'est quelque chose de très dur. Et donc de présenter rien que des photos de personnes aimées ou de lieux aimés, ou de ses parents, tout ça, c'était un truc très dur, c'est un truc hors commerce, hors esthétique. Et ben, j'ai dit que je vais présenter un photomaton. Donc je présente un petit photomaton, 4 cm sur 5, quand j'étais petit garçon.
Voilà, et bien encadré, avec un anti-reflet, tout ça, pour ça que c'est pas un truc banque. Parce que c'est mon premier autoportrait. Un autoportrait, c'est que tu te mets devant l'appareil et tu déclenches. Et donc moi j'ai glissé la pièce de 100 francs, ça doit être 100 nouveaux francs de l'époque, et donc c'est le premier autoportrait. Je ne mets pas les personnes aimées là-dedans, comme ça les protège. Ouais. Et tu l'as prise quand, ça Ça va être vieux, je dois avoir 7-8 ans, oui. Et alors à un moment, je dis, est-ce que je vais mettre un original? Donc je mets vraiment mon photomaton d'époque, que je ne vends pas, et je ne vends pas mes photos. On a seulement le droit de regarder. Peut-être qu'il fallait que je m'interroge un petit peu sur la moment lumière du temps. J'ai juste des images qui sont très réalistes. et c'est cette image-là. J'ai pris celle qui m'intéresse le plus dans les photographies récentes. En l'occurrence, c'est une grande photo qui s'appelle Le dos noir. C'est un autoportrait, voilà. Mais de dos. Et ouais, ça me plaît. Ouais. C'est une image qui a toute une histoire, qui n'est pas comme d'autres viennent tout de suite. Celle-ci, je l'ai beaucoup travaillée, quoi. Et elle m'intéresse parce qu'elle, au fond, bon, elle résume en grande partie mon propos photographique qui vient de la sculpture. En fait, on est face à une masse qui ressemble à une pierre avec de l'herbe, qui sont mes poils, et quelque chose de minéral, en tout cas, un volume minéral, genre menhir, voilà. Et par rapport à cette masse et cette forme, il se passe aussi beaucoup de choses. Alors, sur un plan plus personnel, il y a aussi un dos large, et une espèce de masse pileuse qui serait pas loin de la représentation du Père. Voilà, donc ça c'est assez intéressant, enfin ça m'a beaucoup intéressé en tout cas. Il y a voilà, quelque chose d'assez massif qui pèse, quoi. C'est une image qui pèse. Voilà, et bien encadré, avec un anti-reflet, on tout sortait ça. d'une période un peu difficile et je pense que c'est un peu la Alors, photo du renouveau. Pourquoi